Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard. Bonsoir Sonia Mabrouk. Bonsoir Mathieu, bonsoir à tous. Votre invité, il est ancien ministre. Philippe de Villiers est le président du Mouvement pour la France. Il est aussi le fondateur du Puy du Fou, auteur de nombreux ouvrages, dont le dernier qui porte sur l'Europe et ses pères fondateurs. J'ai tiré sur le fil du mensonge et tout est venu aux éditions Fayard. Bonsoir Philippe de Villiers. Bonsoir. Dernière étape du grand débat national, ça se passe en Corse après 3 mois de réunions, d'échanges. On attend désormais les décisions du président d'Emmanuel Macron. Vous en attendez quelque chose ? Soit c'est monsieur Bricolage, soit on répond aux vraies questions qui se posent à la France, c'est-à-dire la question de la France elle-même, est-ce qu'elle va survivre ? La question de l'immigration, en fait. La question de la francisation de la France, pour qu'un Français de désir puisse devenir Français, puisse accueillir la France dans son cœur. Et puis l'immigration, parce que on va vers une migration de remplacement. Et puis la deuxième question, qui est tout aussi importante que la première, qui explique les gilets jaunes, c'est la question du pouvoir. Moi, j'ai été élu local pendant très longtemps. J'ai pas compris pourquoi on dissociait la responsabilité et le pouvoir. C'est-à-dire qu'un maire, il a la responsabilité, il n'a plus le pouvoir à cause de l'intercommunalité. Pour prendre cet exemple, on a éloigné tous les pouvoirs vers l'Europe, depuis l'État, vers les grandes régions, depuis les départements, et vers les intercommunalités. Les maires sont aujourd'hui impuissants et beaucoup ne veulent pas se représenter. Il faut, si on veut que le pouvoir soit à nouveau contrôlé, retrouver l'idée de la proximité. Dès le début de cette crise des Gilets jaunes, vous dites que l'essentiel a échappé à Emmanuel Macron. L'essentiel, quand on vous entend, Philippe de Villiers, on comprend que pour vous, c'est l'immigration, l'identité, la civilisation. Mais c'est aussi et surtout pour les Gilets jaunes, le pouvoir d'achat, la justice fiscale, sociale. Vous n'en parlez presque pas. Alors, c'est la porte d'entrée, vous avez raison. C'est la porte d'entrée. Dans toute révolution, ça commence toujours par une question fiscale. La porte d'entrée, c'est la pompe à essence. Mais derrière la pompe à essence, il y a une question qui n'est pas forcément formulée par des gens qui ne sont pas des spécialistes de la formulation, de la sémantique, mais qui veulent dire tout change. En fait, pour parler comme Marcel Gauchet, les Gilets jaunes, c'est le sentiment de dépossession. C'est eux qui ne formulent pas ou c'est une de vos obsessions ? Ah non, je crois que non. Moi, vous savez, je suis retiré, je suis sur mon Laventin, mon rond-point du souverainisme, là, et j'essaye de regarder les choses objectivement. Tout ça ne m'enchante pas. Je vois la France qui se délite. Et quand je dis dépossession, c'est parce qu'on a tous un sentiment de dépossession de notre mémoire, de notre identité, de nos voisinages, de la France que nous aimons. Dépossession également, ça devrait être l'un des sujets, en tous les cas, l'identité et l'immigration européen. Je parle aussi d'économie. On a perdu 100 000 emplois industriels en 5 ans. Donc la mondialisation, cette Europe sans corps, sans frontières, sans tête, sans racines et sans postérité, elle nous coûte très cher. Philippe de Villiers, depuis le début de l'interview, vous faites un diagnostic, mais s'il y avait une mesure, parce qu'Emmanuel Macron va décider, quelle serait-elle ? Est-ce que vous avez, vous, une mesure qui puisse répondre à ce sentiment de dépossession, que ce soit économique, fiscal ou civilisationnel ? Alors, la mesure, c'est un signal. Un référendum sur l'immigration. C'est ça qui va résoudre le problème d'une partie des Français ? Ça va donner un signal aux Français. Franchement. Non, attendez, ça va. Les Français ont besoin d'un signal de confiance. C'est-à-dire, le pouvoir nous a compris. Pour résoudre nos problèmes, il faut d'abord résoudre celui-là. Parce que si on change de population, on ne pourra rien résoudre. C'est un signal. Puis un deuxième signal, c'est une architecture en France du pouvoir qui revient à l'idée de la proximité, redonner à tous les maires tous les pouvoirs. Toutes ces questions seront abordées dans la campagne des Européennes qui est déjà engagée. Qu'est-ce que vous pensez justement de cette campagne ? Peut-être de la tête de liste, les Républicains, François-Xavier Bellamy, qui progresse doucement mais sûrement, une droite très à droite, assumée, un catholique tendance tradie, assumé, ça vous ressemble ? Non, mais je vois pas. Ça aurait pu être un bébé de Villiers. C'est peut-être un bébé de Villiers d'ailleurs. Alors, je vais vous répondre. 2 choses. Je vais vous répondre sur Bellamy, mais auparavant, vous m'avez posé la question sur l'Europe. Je pense que le vrai débat qu'on devrait avoir, mais je pense qu'on ne l'aura pas, c'est l'Europe idéologique face à l'Europe charnelle. C'est-à-dire, ou bien on continue avec une Europe multiculturelle, sans frontières, l'Europe sans corps, sans tête, sans espace,
où la loi devient la régulation, où le gouvernement devient la gouvernance, où l'espace sans frontières, c'est tout un programme, ou bien alors l'Europe charnelle, c'est-à-dire l'Europe de la civilisation, l'Europe d'Orban en fait. C'est l'Europe d'Orban ou l'Europe de Macron. L'Europe d'Orban, l'Europe de la civilisation. C'est Viktor Orban, le Hongrois, qui porte la vraie vision de l'Europe selon vous. Je pense que c'est une figure de référence, une figure historique de référence, puisque lui... Chacun ses références, n'est-ce pas? Comment? Chacun ses références. Oui, absolument. Mais je l'ai rencontré pendant 3h30, j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Lui, il veut que Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, voilà, le problème de Macron, c'est comment faire avec. C'est-à-dire comment faire avec l'islamisation. Moi, c'est comment ne pas avoir à me poser cette question. C'est aussi simple que ça. Donc, il y a deux Europes face à face. Et est-ce que la tête de liste des Républicains... Il y a un choix à faire. Alors, dans les têtes de liste sont toutes très différentes. Oui. Vous me parlez de François-Xavier Bellamy, je le connais depuis longtemps. Et j'ai beaucoup d'admiration pour lui. Je pense que c'est vraiment dans ce paysage de vieux politiciens qui sont comme les derviches tourneurs qui refont le tour de la place, du forum, de l'agora. Il y a quelqu'un de nouveau. Et je pense qu'on en parlera beaucoup. C'est Star is Born. Pourquoi? Parce qu'il est vrai, il est bienveillant. Voilà. Alors après, il est à la tête d'un parti, l'ancien RPR, qui s'est renié au moment de Maastricht. Donc je ne sais pas comment il va faire. Ça, c'est un autre problème. Mais je pense que ce garçon-là, il a une vérité en lui qu'on capte dans son regard. Mais est-ce que vous êtes, Philippe de Villiers, le mieux placé pour parler d'Europe ? Un grand nombre d'historiens se sont attachés à déconstruire votre livre sur l'Europe et ses pères fondateurs, à mettre à jour vos contre-vérités et approximations. Vous êtes seul contre tous. Ah, c'est drôle ce que vous dites, seul avec mes lecteurs. C'est pas mal. Et il y a une grande différence entre ceux qui vous suivent depuis longtemps, mais enfin les historiens ont aussi une petite légitimité, non, parfois? Oui, Sonia Mabrouk, il y a une grande différence entre ces historiens dont vous parlez et moi, c'est que eux, quand ils écrivent, leur pensée reste inconnue. La preuve, c'est que je ne les connais même pas. Et ce qui est intéressant à travers votre question... C'est pas parce que vous ne les connaissez pas qu'ils ne disent pas des choses vraies, Philippe de Villiers. Alors justement, non, mais on ne les connaît pas parce que ils n'ont pas de public, voilà, ils n'ont pas de lecteurs. Moi, j'ai des lecteurs, et si j'ai des lecteurs, c'est sans doute parce que ce que je dis est intéressant. Est intéressant, ça ne veut pas dire que c'est vrai. Ils vous reprochent, ces historiens, d'être proches, très très proches des Russes, au point d'en être un agent. La question est quels intérêts servez-vous? Vous souriez, vous avez raison de sourire. Non, vous savez, le JDD a fait 8 pages sur moi pour dire que c'est épouvantable, etc. Enfin, c'est la panique sur la dunette du Titanic. On fait donner l'orchestre. Mais pourquoi vous ne répondez pas directement, Philippe de Villiers? Est-ce que vous avez des intérêts avec les Russes? Est-ce que vous avez des amitiés intéressées avec les Russes? Attendez, je réponds. J'ai rencontré Vladimir Poutine une fois, le 14 août 2014. Point final. Ça ne fait pas de moi un agent russe. Et c'est drôle parce qu'on voudrait faire de moi un agent russe, parce que j'aime bien la Russie, parce que j'aime bien Poutine, pour cacher le fait que M. Monet était un agent américain. Mais vous vous indignez, mais on vous fait le même procès que vous faites dans votre livre, justement, à Jean Monnet. Ah ben, il y a une grande différence. Laquelle? C'est que quand on dit que je suis un agent russe, il n'y a pas un élément, il n'y a pas le début d'un indice de quoi que ce soit en dehors de cette rencontre que j'ai eue avec lui pour le Puy du Fou, pour faire un Puy du Fou en Russie. Ça fait quand même, ça fait quand même, c'est un peu faible. La famille de Jean Monnet, que vous présentez justement comme un agent de la CIA, veut porter plainte contre vous. C'est confirmé, ils l'ont fait? Ah non, j'ai rien pour l'instant, mais j'espère qu'ils vont le faire parce que ça serait un très beau procès. Il y aurait beaucoup de témoins. Procès. Ah oui, parce que par exemple... Pour eux, vous avez sali la mémoire, par exemple, le parcours. Par exemple, il y a un chapitre... L'histoire de leur père ou grand-père. Attendez, il y a un chapitre par exemple, dont personne n'a jamais voulu parler. Aucun journaliste, pas même vous. C'est le mariage de Jean Monnet à Moscou en 1934, en pleine purge stalinienne, avec une Italienne qui devient soviétique à la demande de Staline pour pouvoir être mariée à Moscou. Alors, quand on parle de l'anticommuniste de la guerre froide, Jean Monnet est un personnage trouble. Philippe de Villiers, vous n'admettez pas que ces pères fondateurs de l'Europe aient voulu et imaginé une autre Europe, une Europe post-politique. Vous leur reprochez d'avoir pensé que les nations étaient des survivances du passé. Peut-être qu'ils ont eu tort, mais ça n'en fait pas des vendus ni des agents. Non, ce que je leur reproche, c'est d'avoir caché à nos contemporains
qu'il faisait une Europe qui n'était pas européenne, qui était une Europe américaine, qui n'était pas une Europe indépendante. Et ce que je dis dans mon livre, le filigrane de mon livre, c'est que le gène déconstructeur qui mine l'Europe d'aujourd'hui était dans le corps d'intention, dans l'ADN des pères fondateurs. Vous voyez, c'est ça que je dis dans mon livre, c'est pas autre chose. Merci Philippe de Villiers. Vous avez peut-être parfois l'impression d'être une cible, comme vous le dites avec le JDD, mais vous le cherchez bien quand même. D'autres livres, certains sur le Puy du Fou à venir, vous critiquent. On verra ce qu'il en est, mais apparemment vous êtes... je veux dire, quand on fait la course en tête et qu'on dit des choses vraies et qu'on est sur son Aventin imperméable aux critiques, c'est tout à fait normal qu'on soit jalousé et l'objet de convoitise. Vous savez, moi, j'ai fait dans ma vie beaucoup de choses, dont le Puy du Fou. C'est une grande chose dont je suis fier. Eh bien voilà, réponse à un livre à paraître. Merci Philippe de Villiers d'avoir été notre invité ce soir. Merci à vous. Merci. Merci Sonia, 19h20, vous êtes sur Europe 1.